La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Tazria. J'écris au tableau. Il s'efface là. On peut les utiliser pour le tableau ou ça efface pas? Si, Ouais, ça efface. D'accord. Tazria. Alors, dans la paracha de Tazria, il y a deux grands sujets. Le premier sujet, le korban, qui est censé amener une femme qui vient d'accoucher. Korban Yoledet, ça s'appelle. Ah, bonjour mademoiselle, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Je crois. Ouais, je crois. Non? J'étais partie en France. Non, j'en sais rien. Je viens juste de me rappeler que ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Il a fait un bon atterrissage. Alors, le premier korban, la première partie de la paracha, c'est korban Yoledet. Ça veut dire le korban d'une femme qui vient d'accoucher et qui a donné naissance. Zéroze, Norvel? פשוט קצת איתי. איתי. אולי חבילת גלישה קטנה. מעולה. השם יברך אותה. תודה רבה. Et le deuxième grand sujet, c'est la lèpre par rapport à la personne qui parle le lachon hara. Là, tu te perfectionnes, je vois. Alors, nous allons traiter du premier sujet et ensuite on va traiter du deuxième sujet. Est-ce que ça va revenir un jour? Ouais. Alors attends, tu vas vite, 2 minutes. Le premier sujet. Non, ça fait ça. Le premier sujet. Dans le lien qui unit un homme et une femme, il y a 2 dimensions qui sont différentes et qu'il faut bien comprendre dans leurs différences. D'abord et surtout, il y a la relation, le kesher, le lien, qui réunit 2 êtres, qui s'apprécient, qui sont différents et qui se complètent, et qui décident de vivre ensemble parce qu'ils ont des objectifs communs. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est la base de tout. Le lien, c'est la base de tout. S'il n'y a pas le lien, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Les fiançailles, c'est l'expression du lien. Mais je tiens à préciser une dimension un petit peu difficile à gérer, mais qu'on se doit de travailler. Que le lien entre les 2 êtres ne passe pas et ne doit pas passer par un contact sexuel. Parce que le contact sexuel, il fait dérailler le lien. Et tu ne dois pas être préoccupé par la relation sexuelle. Tu dois être préoccupé d'abord et avant tout et surtout avec le lien qui unit 2 personnes. Excusez-moi. Ouais. Par le côté sexuel, vous voulez dire même juste le fait de se tenir la main ou de s'embrasser? Ouais. Surtout, puisque tu poses comme question, tu as entièrement raison, surtout que quand on n'est pas encore fiancé, et encore plus quand on est après qu'on est fiancé, on se devra toujours de rester objectif. Et à partir du moment où il y a un contact, on n'est plus objectif. Les sentiments prennent le dessus et on n'est plus capable de casser. Les fiançailles, c'est un engagement. Nahon. Et cet engagement, il doit être au niveau de l'être, pas au niveau du contact. Et est-ce que quand on rompt des fiançailles, Ouais. il faut faire quelque chose au niveau de... Non, mais généralement, on doit se remettre de rompre. Et comme il y a un lien très fort, alors ça prend du temps de se remettre quand on rompt. Et de toutes les façons, on ne peut pas arriver au mariage si on n'est pas serein et si on n'est pas sûr de sa décision. Il vaut mieux casser avant qu'après, même des fois si c'est compliqué et que ça engendre des pertes d'argent, etc. Alors, le premier, c'est le lien. Excusez-moi, est-ce que vous Ouais. pouvez juste répéter le contact physique? Le contact physique, il engendre des dysfonctionnements.
Mais au niveau des sentiments, vous avez dit quelque chose? Ouais, parce que quand on sort avec quelqu'un, on se devra d'avoir un regard objectif sur nous-mêmes et sur l'autre et de ne pas être emprisonné dans les sentiments. Ensuite, deuxième partie, très importante, c'est la relation sexuelle qui peut permettre de participer à la création du monde. Dans le sens où tu peux donner naissance à des enfants. Je tiens à exprimer que la relation sexuelle peut permettre à l'homme et à la femme de donner naissance et de participer à la création du monde. Il doit forcément, dans un foyer, avoir les deux dimensions. Le lien et la participation à la création du monde. Où ça se complique? Ça se complique où, des fois... Il y a sexualité sans... C'est ça le problème. Ouais. Il y a sexualité sans lien. Ou, des fois, un autre cas de figure, il y a lien, mais ça ne tombe pas sur les enfants, parce que les enfants ne maîtrisent pas, et les voies de Dieu sont impénétrables. Et donc, on doit apprendre à gérer correctement les deux dimensions. Tu peux jamais savoir si tu vas tomber enceinte, oui ou non. C'est pas toi qui maîtrises. Bah oui, il y a une dimension divine à la vie. Tu peux pas savoir. La problématique, elle est uniquement donc après mariage? Non, même avant. S'il y a sexualité mais qu'il n'y a pas lien, c'est avant le mariage, c'est un problème. D'accord. Alors pourquoi je vous dis ça? Ouais, bien sûr. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, alors là on va accentuer encore plus notre réflexion. Dans le monde féminin, il y a une dimension qui s'appelle le cycle menstruel. Et dans le cycle menstruel, dans la paracha de cette semaine, on voit qu'il y a une impureté. Et on se devra toujours de bien comprendre que ce n'a aucun rapport avec cette personne. Une femme qui est impure n'est pas fautive. Vous avez dit, quand elle a son cycle, elle est impure. Ben ouais, c'est comme ça qu'il y a marqué dans la halakha. Moi, je sais pas tout à fait ce que vous dites. D'accord. Elle n'est pas autorisée à son mari, mais elle n'est pas impure. Alors justement, c'est ça que je veux expliquer. Mais par exemple, je te donne une illustration. Elle peut aller au Beth Amikdash? Non. Dans ce sens-là. Et ensuite, quand elle devra amener son korban de remerciement, elle l'amènera dans la période de pureté ou dans la période où il y a encore des épanchements? De pureté. Hein? Alors justement, c'est ça que je veux traiter. Alors, exactement. Alors maintenant, je tiens d'abord à expliquer et à mettre les points sur les i qu'une femme qui a un cycle menstruel et une femme qui est impure, ça ne veut pas dire qu'elle est impure dans son essence. Et ça ne veut pas dire qu'elle a fauté. Surtout, je tiens à préciser que dans la paracha de cette semaine, la femme qui a la possibilité d'amener des enfants au monde, eh ben c'est une tzadékette. Elle fait une très grande mitzvah. C'est très dur d'amener des enfants au monde. Tu sais jamais comment la grossesse va marcher, tu sais jamais comment la naissance va marcher. Et puis après, eh ben, tu as une responsabilité de folie, parce que tu as des enfants. Et on doit dire les choses malheureusement, même si c'est dur à le dire. Mais très souvent, ça arrive qu'il y a des relations sexuelles qui vont déboucher sur une naissance. Et comme il n'y a pas eu d'engagement et comme il n'y a pas eu de mariage, le mec il se barre. Le mec il se barre. Et elle reste avec un enfant. Alors je tiens à expliquer que l'impureté qui vient avec la naissance ou avec le cycle menstruel, ça n'a aucun rapport avec la femme en elle-même. Ça veut dire qu'elle n'a pas fait une faute, au contraire. Au contraire.
C'est une mauvaise compréhension des choses de vouloir croire que si elle est impure, ça veut dire qu'elle a fait une faute. Il faut reprendre à la source dans la relation qu'il y avait entre Adam Arishon et Chava avant la faute et la relation de Adam Arishon et Chava après la faute. Alors, je vais le faire très rapidement et je m'excuse parce que je risque d'être trop bref. Alors, si je n'arrive pas à m'exprimer complètement, c'est votre rôle de me dire on n'a rien compris, tu reprends. Chaque individu vit toujours dans 3 dimensions. Chaque individu vit toujours dans 3 dimensions. Et on doit apprendre à gérer correctement les 3 dimensions. La première dimension, c'est le monde de l'action. Nous sommes des êtres humains et nous vivons à travers nos actions. Et pour subvenir à nos besoins, on doit passer par le monde de l'action. C'est pas virtuel et c'est pas les anges. On est sur terre. Donc il faut investir du temps, des efforts, de l'argent dans le monde de la pensée. Si tu prends la vie d'une femme, le monde de l'action, 90% du temps. Tu finis de préparer le repas du matin et à quoi tu penses? Au repas du soir, exactement. Ah, excusez-moi. Je sais pas le truc. Tu sais le faire arrêter? Merci. Mets-le, Shakit. Merci beaucoup. Alors on explique. Deuxième dimension, c'est le monde des sentiments. Mais c'est tout en hybride. Ah. Bah alors, donc, je vais essayer de le faire. Non, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, le deuxième truc, c'est le monde des sentiments. Nous sommes des êtres humains et nous devons apprendre à gérer correctement le monde de nos sentiments. Et on ne doit pas faire abstraction de nos sentiments. Et on ne doit pas étouffer nos sentiments. Et on ne doit pas... Non, et on va dire positivement. Et tu dois apprendre à gérer correctement tes sentiments. Nahon. Peut-être si vous baissez là sur le côté juste. Ouais, vas-y, tiens. Alors, je tiens à préciser... D'accord, merci beaucoup. Que le sentiment, c'est super important, mais il faut savoir le gérer correctement. Tu n'es pas obligé d'être englouti dans tes sentiments. Non. Et d'un autre côté, il faut savoir qu'il y a des sentiments qui sont négatifs. La haine, la jalousie, la colère. D'accord? Donc on doit apprendre à gérer correctement le monde des sentiments. Troisième dimension, c'est la réflexion intellectuelle. Nous sommes appelés à grandir, nous sommes appelés à approfondir nos connaissances et notre réflexion intellectuelle, aussi bien dans le Kodesh que dans le Chol. Quand tu comprends ça, tu comprends que l'homme se divise en 3 parties. Le monde de l'action, le monde des sentiments, le monde de la réflexion. Non. Non. Maintenant, dans une faute, dans une erreur, dans un dérapage, il y a toujours 3 dimensions qui foirent. Non. Quand tu fais une erreur, pas forcément, mais généralement tu as toujours les 3 en même temps. Pourquoi? D'abord parce que tu as une erreur de comportement. Et donc tu dois apprendre à gérer et à changer ton comportement. Tu as une erreur de comportement, tu as un dysfonctionnement au niveau de ton comportement. Mais ce comportement-là, il vient de quelque part. D'où il vient? D'abord, il vient de la pensée. Et donc, s'il y a un dysfonctionnement au niveau du comportement, ça veut dire qu'au niveau aussi de ta pensée, il y a un manque. Et tu dois approfondir ta réflexion. Et tu dois changer ton regard. Et tu dois apprendre à voir les choses d'une autre manière. Et tu ne dois pas avoir peur de te remettre en question. Et de rechercher des dimensions qui te manquent. Nachon.
Et troisième truc, si tu te trompes au niveau du comportement, très souvent, tu te trompes aussi au niveau des sentiments. Ça va avec, très souvent. Alors quand on dit la faute de Adam Arishon et Chava, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire un dysfonctionnement dans ces trois domaines-là. C'est quoi? C'est pensée, comportement Pensée, comportement et sentiment. Nachon. Alors si par exemple on reprend le texte de la Bible qui va nous parler de la faute de Adam Arishon et Chava. Il s'est endormi, c'est l'action. Non, 2 minutes. Alors le texte va nous dire par rapport à la femme. Mais c'est une erreur très grave de croire que ça commence que par la femme et que c'est que la réflexion de la femme. J'ai pas le temps de rentrer dans toutes les dimensions parce que c'est des cours à rallonge de Tobiano, alors je vous fais du concentré sucré. Quand il y a marqué ici par rapport à la femme, tu dois comprendre que c'est par rapport à l'homme, à l'être humain dans son essence. Ça n'a aucun rapport avec l'identité féminine. Alors, première dimension, il y a marqué que la femme a vu l'arbre et elle l'a désiré. Ça, c'est un dysfonctionnement au niveau des sentiments. Elle a vu l'arbre et elle l'a désiré. Il y a eu un dysfonctionnement au niveau des sentiments. Et ensuite, il y a marqué dans le texte, comment on dit ça en français? Et elle a vu qu'il était précieux pour l'intelligence. Ça veut dire qu'elle a eu une conception, mais en fin de compte, cette conception était fausse. C'est pas par rapport à la femme, c'est par rapport à l'être. Ça veut dire tu t'es enfermé dans un système de réflexion qui va t'amener à des conséquences négatives. Et après, elle a mangé. Ça, c'est l'action. Alors quand tu comprends ça, tu vas pouvoir comprendre un très grand principe. On va le dire pour la femme, mais en fin de compte, c'est pour l'être masculin, c'est la même chose. Mais est-ce que les dimensions, elles peuvent... Ouais, bien sûr, tu jongles. Il n'y a pas toujours que les trois, bien sûr. Alors, il y a 3 mitzvot qui ont été donnés à la femme. Et ces 3 mitzvot-là, ils sont en rapport avec ces 3 dimensions. Alors, on explique. La première mitzvah, c'est d'allumer les nérodes de Shabbat. Ça veut dire quoi, allumer les nérodes de Shabbat? Tu amènes de la lumière. Tu es source de lumière. L'homme, pas la femme. L'homme se doit d'être source de lumière. Et source de lumière, ça commence surtout et avant tout par la compréhension et l'intelligence des choses. Et donc, s'il y a eu un dysfonctionnement au niveau de la compréhension, maintenant on doit rajouter de la lumière. Ça s'exprime à travers les nérodes de Shabbat. Et donc on va dire que chaque personne qui faute, chaque personne qui se trompe, elle doit rajouter de la lumière dans sa compréhension des choses. Dans le texte de la Torah, ça s'exprime à travers la femme, mais toi tu dois comprendre que c'est pas la femme, c'est l'être en lui-même. Deuxième dimension, la chala. La chala, c'est le monde de l'action. Tu fais la pâte, tu participes au monde de l'action. Excusez-moi, les nérodes, c'était quel monde? C'est le monde de la pensée, c'est le monde de la réflexion. Et je tiens à préciser que si le dysfonctionnement amène impureté, la chala, elle amène bénédiction et pureté et sainteté. Donc on le donne au Kohen, pour l'instant on le jette dans le feu, mais on se rappelle qu'on le donnera un jour au Kohen. Et donc dans le monde de l'action, il y a une bénédiction. Et dans le monde de l'action, il y a une sanctification. Et le troisième dimension, c'est les lois de pureté familiale, c'est apprendre à gérer correctement le monde sentimental. Et les lois de pureté familiale sont là pour apprendre au couple à gérer correctement leurs relations sentimentales. Je tiens à préciser que les relations, que les lois de pureté familiale, même si pratiquement elles se réalisent à travers l'identité féminine, c'est le rôle du couple de savoir gérer correctement. Ce n'est pas le rôle de la femme, c'est le rôle du couple.
de savoir gérer correctement le monde sentimental. Vas-y. Par rapport à ce côté-là, Ouais. il y a beaucoup de choses qui sont interdites quand la femme est là, par exemple passer le verre, Nahon. dans le même lit, etc. Nahon. Mais si un couple, il est capable de dépasser ça, c'est-à-dire que si passer un verre ou dormir ensemble, mais tout en sachant se maîtriser, ça peut se faire. Nahon. Deux réponses. Première réponse, quand les Chachamim, ils ont fait la halakha, ils ont fait pour toutes les générations et pour tous les hommes. Ça veut dire quoi? Tu prends pas compte des exceptions. Pour qu'on soit tous pareils. Pour qu'on soit tous pareils. Deux, je me permets de te dire avec beaucoup de prudence, Jennifer, que l'homme et l'orgueil, ça va ensemble. Oui, mais non, mais ça nous arrivera pas, nous. Mais non, nous, on gère correctement, nous. Mais nous, on a dépassé ça. Nous, on est tellement au-dessus de ça que pas de problème, nous. D'accord? Les deux réponses. Alors, je tiens à expliquer que les lois de pureté familiale sont là pour apprendre au couple à gérer correctement le monde des sentiments. Nahon. Je tiens aussi à préciser que pour gérer correctement le monde des sentiments, on doit utiliser d'abord, avant tout et surtout et uniquement la parole. Tu dois apprendre à dire les choses, même si c'était difficile. Mon cher mari, je voudrais te dire quelque chose. Il y a 2-3 jours, tu m'as blessé. J'aurais voulu qu'on en parle. Tu fais pas des bisous. Non, tu fais pas des bisous. Tu apprends à dire les choses. Tu dois apprendre à dire les choses, même si c'est difficile. Et même si tu crois que s'il y avait des bisous, ça t'aiderait, comme par rapport à une mère et son fils, et un câlin et un machin. Non. Tu dois apprendre à dire les choses. Des fois, tu es capable de dire les choses sur le moment. Très souvent, tu n'es pas capable de dire les choses sur le moment. Alors, tu dois être capable de le dire après 1 jour ou 2 jours. Et donc, les lois de pureté familiale sont là pour t'apprendre à parler et à communiquer et à dire tes sentiments. Je t'écoute. Il y a juste une notion que je comprends pas. Alors, quand la femme elle est impure, Ouais. elle prend un intermédiaire pour passer par exemple un verre. Ouais. Mais l'intermédiaire. Non, l'intermédiaire, ça veut dire que tu le poses sur la table et elle le prend par elle-même. Je sais pas qui t'a appris. Non, mais moi je comprends pas parce que alors, je vois pas la différence de le poser et qu'il les récupère. C'est-à-dire, alors, étant donné que, Bidjouk, ça c'est... Oui, mais tu vas mettre une fleur sur le doigt. Alors regarde, étant donné que c'est un sujet, que normalement, je ne devrais pas toucher avec vous, d'accord? Mais que je le fais parce que c'est en rapport avec la paracha, et que j'imagine que c'est normal que vous avez des milliards de questions. Alors je vous propose que vous allez voir Madame Rivka et vous lui dites où, quoi, comment, de quelle manière, d'accord? Mais moi, ce que je veux, c'est parce que je veux expliquer la paracha. Donc je suis obligé de faire toute cette introduction par rapport à la paracha. Alors je reprends l'idée que je veux dire. Les relations... Et les lois de pureté familiale, ça ne veut pas dire que Madame X ou Y, elle a fauté. C'est en rapport avec la faute de Adam Arishon de Chava. C'est en rapport avec l'essence même humaine, où il faut apprendre à gérer correctement le monde des sentiments. Et donc, j'explique, une femme qui va donner naissance à un enfant et qui va devenir temporairement impure, c'est une tzadékette. C'est pas parce qu'elle est impure qu'elle a fauté. C'est pas parce qu'elle est impure temporairement que ça veut dire qu'elle est dans le tort. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des dimensions qui n'ont pas un rapport avec son statut particulier, mais qui sont en rapport avec la faute de Adam Arishon et Chava. Tu voulais dire un truc, je t'ai arrêté. Non, j'allais sortir le précis. D'accord. C'était juste quand une femme est enceinte, il n'y a pas de problème. Nahon. Nahon, mais après. On parle du sacrifice. Non, je sais, c'est pour ça que je dis. D'accord. Maintenant, encore un autre truc. Encore un autre truc. Tu veux dire quelque chose?
Je comprends pas. Parce que oui, c'est vrai en fait. Là, on parle d'une femme qui vient d'accoucher, c'est pas des règles normales, c'est des règles Par rapport à l'accouchement. Nahon. Il n'y a pas un statut de la femme sur justement des règles normales. Nahon. C'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer que une femme qui vient d'accoucher, c'est pas des règles normales. Nahon. Et il faut bien comprendre qu'une femme qui vient d'accoucher, c'est une tzadékette. Elle a fait la plus belle chose qui peut être au monde. Elle est pas impure parce qu'elle a fauté. C'est ça que je veux dire. Mais alors la question se pose pourquoi dans un sacrifice ratat? Nahon, il y a fait merde. Ça, on va y arriver. Tu as raison. Ah, je vois que toujours tu lis à l'avance la parole. Tiens, il a fait merde. Metsuyan. Alors, d'abord, je tiens à expliquer que comment on va dire ça? Que la gestation, la naissance et tout ce qui est après, c'est pas le devenir uniquement de la femme, mais c'est une responsabilité de couple. Ça veut dire l'homme masculin se doit d'être présent. Et l'homme masculin se doit d'accompagner. Et se doit d'être au courant. Bien sûr. C'est inconcevable ce qui se passe dans certaines cultures. C'est ton problème, hein? C'est ton problème, hein? Tu te débrouilles, hein? Moi, ça ne me regarde pas, hein? Ça, c'est pas juif. Et je retiens et je reprécise que la parole est super importante. Aussi bien quand une femme est enceinte, aussi bien à la naissance qu'après. Je tiens à expliquer que tous les chamboulements qui vont se passer au niveau physique, ils ont forcément une influence au niveau physiologique et au niveau mental. Mais bien sûr. Je tiens à préciser que les hormones, ils travaillent des heures en plus. Avant, pendant et après. Mais bien sûr. C'est pas son problème à elle qu'elle se débrouille. C'est le rôle du couple. Ça veut dire quoi, ce que je veux dire? Alors maintenant, je précise, je rentre dans la paracha. Si la femme est tenue d'amener un korban quand il y a eu une naissance, son mari, il est présent ou pas? Mais bien sûr! Ça veut dire, ça s'appelle korban yoledet. Mais c'est le couple, mais c'est la famille. Mais bien sûr. C'est la femme qui doit amener le korban ou c'est son mari? Elle délègue son mari. Mais c'est ensemble, c'est ça que je veux dire. C'est ensemble. Alors, il y a deux dimensions. Il y a un korban qui est remerciement. Korban Toda. Et je tiens à préciser que dans le korban Toda, je crois que je vous l'ai dit il y a 1 ou 2 semaines, il y a du chametz et de la matzah. Ah non, je voulais vous le dire et j'ai pas eu le temps de le faire. C'était la semaine dernière, j'ai voulu vous le dire et j'ai pas eu le temps. Dans le korban Toda, il y a aussi bien des pains qui sont chametz et il y a aussi bien des pains qui sont matzah. C'est le seul korban qui a du chametz et de la matzah. Korban Toda, korban de remerciement. Par exemple, une femme qui vient d'accoucher. D'accord? Alors on explique. Le pain, c'est la dimension humaine. Parce que dans la nature, il n'y a pas du pain, il y a du blé. Celui qui fait le pain, c'est l'homme. À travers qui va travailler, à travers qui va œuvrer, qui va labourer, il participe à la création du pain. La matzah, c'est la dimension divine. Il n'y a pas de temps. Moins que 18 minutes. La matzah, c'est pas pour tout le temps. C'est juste 1 semaine par an. Ou dans certains corbanotes. C'est la dimension divine de l'existence. Alors je tiens à préciser que dans un accouchement, il y a 2 dimensions. Une dimension humaine et une dimension divine. Alors dans le korban Toda, il y aura du chametz et de la matzah. Nahon.
Et bien entendu, tous les gens qui se posent la question, mais donne-moi la preuve de l'existence de Dieu. Eh bien, réponse, je vois que tu n'as jamais été dans une maternité. Si tu avais été dans une maternité et que tu avais suivi un petit peu les 40 semaines et l'évolution, ça y est, c'est clair. Tu n'as pas besoin de plus de preuves. L'existence parle par elle-même. Je m'excuse de vous dire ça et de rentrer dans ces détails, mais tu prends un spermatozoïde et une ovule. Combien c'est en kilos un spermatozoïde et une ovule? C'est même pas 1 gramme. C'est combien? Dis-nous. Non, j'ai dit des milligrammes. Voilà, exactement, c'est des milligrammes. Et quoi? Et après tu vois un gros bonhomme style Tobiano, quoi? Une fois il était de là-bas? Mais bien sûr. Ah, si t'as pas besoin d'aller chercher midi à 14h, montre-moi, prouve-moi l'existence de Dieu, mais j'aurais voulu que tu m'expliques. Mais t'es complètement timbré, t'es à côté de la plaque. Va à la maternité, Vézéo. Vézéo. Il n'y a pas plus clair, plus simple que ça. Alors je tiens à expliquer que la naissance, c'est la conjugaison de 2 dimensions. Une dimension humaine, où l'homme participe, et donc l'homme amène sa contribution à la naissance, mais il y a aussi et surtout la dimension divine. Il y a une Gemara qui se trouve dans Nida qui dit qu'est-ce que l'homme il amène, qu'est-ce que la femme elle amène. Mais Dieu il amène le plus important, c'est la Neshama. Mais bien sûr. C'est-à-dire que la contribution humaine à la vie, elle est infime. Le plus important c'est la Neshama. Et Dieu préserve, Dieu préserve. Quand il y a quelqu'un qui est appelé à décéder, Dieu il reprend sa partie, Vézéo. Et donc le plus important c'est la Neshama, bien sûr. Alors tout ça c'était pour expliquer que la naissance c'est un événement fantasmagorique, extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup d'événements qui sont autant intenses qu'une naissance. Et c'est une révolution. Alors je tiens à expliquer que dans la vie d'une femme, il y a 4 naissances. Dans la vie d'une femme, il y a 4 naissances. Première naissance, célibataire. Ça, c'est la première dimension de la vie. C'est la première naissance où tu commences à te connaître, à t'apprécier, à voir tes capacités, à voir tes difficultés. Ça, c'est la première naissance. Deuxième naissance, le couple. Le couple, c'est une naissance. Le couple, c'est pas parce qu'on est sur la Théoudat Zéhout, il y a marqué marié. Mais non. Ça veut dire dans la tête et dans l'esprit et dans la nature, il y a quelque chose qui change. Mais bien sûr, c'est pas un statut à la mairie. Non, c'est un statut dans la tête, dans l'être. Tu n'es plus le même. Ensuite, la famille. Ah bah oui, c'est pas du tout pareil. Et la famille, ça commence avec la première naissance. Donc, qui naît, l'enfant ou les parents? Les deux. Et je me permets de le dire parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois. Qui est appelé à grandir? Les enfants ou les parents? Les deux. Et tous les problèmes d'éducation, très souvent, c'est parce que les enfants grandissent et les parents, non. Alors, dire ça à vous, c'est pas tiré par les cheveux. J'espère que vous vous rappelez de moi dans 10 ans, dans 20 ans, quand vous aurez des adolescents et que vous commencerez à comprendre qu'on a beaucoup de travail et qu'on a du pain sur la planche et que c'est pas les enfants simplement qui sont responsables de leur éducation, mais c'est surtout les parents qui sont appelés à grandir. Nachon. Si, ils veulent venir. Et la 4e naissance, c'est les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Ça veut dire, je tiens à préciser que les naissances, ça veut dire que chaque fois, tu dois te repositionner par rapport à la vie. Et donc, par exemple, tes enfants, maintenant vont devenir parents. Et donc, toi, tu dois te repositionner parce que les enfants ne sont plus chez toi. Tu dois trouver le sens à ta vie indépendamment de tes enfants. Beaucoup de femmes et d'hommes ne sont pas capables de faire ça. Et parce que les enfants font leur vie, alors en fin de compte, eux, ils se sentent sans but. Et c'est une erreur très grave. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas commencé à créer ça avant que les enfants grandissent. Et donc les enfants grandissent et ils sentent un vide. Alors je tiens à dire que
les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, c'est des nouvelles naissances pour les parents. On termine là-dessus et on rentre dans le deuxième sujet et on va dire que nous vivons dans une société où on met beaucoup l'accent sur l'individu. Et donc, les conséquences, c'est que les gens ne sont pas intéressés à amener des enfants. Sachant pertinemment que ça demande beaucoup d'efforts, que c'est difficile, que ça demande de s'investir, les gens ne sont pas intéressés. Les masses dans le monde, en Occident, mais même maintenant en Orient, ne sont pas intéressés à amener des enfants. Individualistes, mais poussés à l'extrême. Alors je tiens à préciser que si je me suis bien expliqué, eh ben, la famille, c'est la possibilité qui est donnée aux parents de grandir. Donc il n'y a pas de différence entre individualisme et collectivité, ça va ensemble. Tu grandis avec tes enfants, tu deviens un autre être, tu as une nouvelle vie. Et donc c'est pas ou eux ou moi, mais ensemble. Je tiens aussi à dire que s'il y a quelque chose qui met en doute le sort de la communauté d'Israël, c'est l'assimilation. S'il y a un grand danger pour la communauté d'Israël, c'est l'assimilation. Et comment tu peux apporter ta contribution contre l'assimilation? Première dimension, tu te forges une identité juive. Deuxième dimension, eh ben, tu t'occupes que tes enfants ils vont amener leur contribution au sein de la communauté d'Israël. Et si le devenir de la communauté d'Israël est important à tes yeux, eh ben, c'est sûr que tu vas prendre sur toi d'amener ta contribution. Et je tiens à préciser que puisque nous sommes dans un processus de délivrance de la communauté d'Israël, la meilleure chose que tu peux faire, c'est créer des êtres équilibrés. Alors quand tu te poses la question, quelle est la contribution que je peux amener à la communauté d'Israël? Première réponse, de te construire. Deuxième réponse, de construire des enfants équilibrés, de corps et d'esprit. C'est le meilleur cadeau que tu peux faire à la communauté d'Israël. Fais en sorte que tes enfants ne soient jamais un poids pour la société. Fais en sorte que tes enfants puissent amener leur contribution à l'épanouissement, à l'essor de la communauté d'Israël. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Mais je tiens à dire que c'est beaucoup d'efforts. Et je tiens à dire que ce n'est pas évident. Et je tiens aussi à préciser que si on est là, sur Terre, ça veut dire qu'on a tous un fardeau. Un fardeau. Et donc, si tu décides de te marier et si tu décides d'amener des enfants au monde, ça veut dire que tu devras participer à la reconstruction des générations qu'il y avait avant toi. Bah oui. C'est quoi la contribution? De construire une famille équilibrée, de construire une identité juive, d'abord ça c'est par rapport à toi, et ensuite de créer une famille équilibrée. Et à partir du moment où tu crées une famille, en fin de compte, tu es en train de te repositionner par rapport aux générations qu'il y avait avant. Où, quoi, comment, de quelle manière, qu'est-ce que je prends pas, comment je me positionne. On fait ça à chaque génération, en fait. Nahon. À partir du moment où tu crées une famille. Tant que tu ne crées pas une famille, il y a une cassure dans les générations. Alors je tiens à expliquer, je vous ai dit, assimilation c'est le plus grand danger. Alors maintenant je vais vous dire la même chose sous une autre forme. Le plus grand danger c'est cassure dans les générations. Ça c'est le plus grand danger de la communauté d'Israël. Cassure dans les générations. Et le plus grand cadeau que tu peux faire à tes enfants, c'est qu'il y a une continuité dans les générations. C'est-à-dire que quand il va grandir, eh ben, il ne va pas se sentir hors du coup et étranger. Je vous donne une précision. Tu fais tchouva. C'est quoi le grand problème? Ben, comment je gère la génération d'avant?
Et tes enfants, quand ils vont grandir, c'est quoi leur grande question? Ben, comment ils vont se positionner? Est-ce que toi, tu vas être une référence pour eux, ou bien ils vont préférer prendre tes cousins, tes tantes, tes grands-parents, etc. C'est un défi. Et toi, tu devras créer une relation où tu continues d'avoir des liens avec la génération d'avant, mais d'un autre côté, tu proposes un autre modèle. Tu as du pain sur la planche. On a du pain sur la planche. C'est-à-dire, si tu crois que c'est facile de réparer des cassures dans les générations, eh ben, c'est mon rôle de te dire que c'est pas facile. Vas-y. La cassure dans la génération, elle ne dépend pas que de nous. Nahon. Mais si toi, par exemple, tu décides de faire tchouva et que tu décides de créer une famille, forcément, tu devras te repositionner par rapport aux générations d'enfants. Parce que tes parents vont devenir les grands-parents de tes enfants. Et donc, tu devras te poser la question, et eux, ils vont se poser la question, quel lien tu veux qu'il y ait? Alors forcément, tu veux qu'il y ait un lien affectif, bien entendu, mais d'un autre côté, tu veux pas que ça soit, que tu reproduis le modèle. Par exemple, on ira voir la télé chez papy et mamie, d'accord, mais il n'y a pas que la télé dans la vie. Mais alors pourquoi chez nous, il n'y a pas la télé, chez papy et mamie, il y a la télé? Vas-y, je t'écoute. On dit que nous sommes là, nous avons tous un fardeau. Ouais. Mais je ne comprends pas, dans quel sens un Fardeau, ça veut dire... Marie, on partage le fardeau. Nahon, bien sûr, mais ce que je veux dire, fardeau, ça veut dire que dans le projet divin, chaque génération, elle avance. Mais pour avancer, ça veut dire qu'il y avait des manques. Donc on partage le manque de l'autre. Bidiouk. Et tu partages le manque de l'autre, lui il partage ton manque, et toi tu dois partager le manque de la génération d'avant, et lui il partage le manque de la génération d'avant. Et c'est comme ça que ça avance. D'accord? Rav, on n'a pas parlé du deuxième korban. Oh. Nahon. Tu as bien fait de me dire. Maintenant c'est sa question. Alors, dans la femme qui amène à la suite de la naissance un deuxième korban, il y a un korban qui s'appelle korban khatat. Et donc, je tiens à préciser que ce korban khatat, il a apparemment aucun lieu d'être. Ça veut dire, elle n'a pas fauté. Alors pourquoi il y a un korban khatat? Réponse, parce que c'est en rapport avec la faute de Adam, Arishon et de Chava. Le chet, la faute, le dysfonctionnement. D'accord? Alors c'est en rapport avec le dysfonctionnement de Adam, Arishon et de Chava. Et donc la nouvelle famille apporte sa contribution pour réparer les manques qui ont été engendrés à cause de la faute de Adam, Arishon et de Chava. Un dernier point, bah ça c'est un grand sujet mais je le touche très vite. L'éducation sexuelle doit se faire à la maison. C'est le rôle des parents d'enseigner correctement l'éducation sexuelle. Et tu ne devras jamais attendre que ce soit la rue ou l'école qui le fasse à ta place. Surtout qu'aujourd'hui, je peux me permettre de dire que la rue, c'est pas une référence. Oui, à quel âge? À partir de quel âge? Tu le fais à partir de tous les âges, mais chaque fois adapté. Et je tiens aussi à préciser qu'il y a des milliards d'histoires dans la Bible qui sont compliquées et tu dois apprendre à les gérer correctement parce que ça touche. Tu dois savoir gérer correctement. C'est pas forcément évident. C'est chacun raconter la même histoire mais de façon différente. Voilà, exactement. Nahon. Maintenant, il faut savoir que dans l'éducation sexuelle, il faut savoir deux choses. Première, que chez ce qu'on appelle les gens laïcs, il y a des livres très bien. Mais la tsniout, mais ils sont très spécialisés et très beaucoup de réflexion. Chez le religieux, il y a la tsniout, mais les explications, c'est un peu à l'eau de rose. Alors il faut savoir jongler, et il faut savoir quoi prendre et ne quoi pas prendre. Nahon. C'est pas encore, mais ça se fait de plus en plus, mais c'est pas encore que l'éducation sexuelle va se faire dans les milieux religieux correctement. Maintenant, je m'excuse de vous le dire, mais ça c'est le deuxième point. Dans le judaïsme, il n'y a pas de sujet tabou, normalement.
Ah, mais c'est les parents qui doivent grandir. Bah oui. On revient toujours au même point. Ça veut dire sujet tabou, ça veut dire que c'est les parents qui n'ont pas grandi. Nahon. Tu voulais dire un truc? Oui, je voulais vous dire, c'est plutôt à la mère d'expliquer à sa fille, au père d'expliquer à son fils, ou je pense... Nahon, Bah, Nahon, de Tznut, Nahon. Tu as raison. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, je vais te dire la même chose, ça c'est important. C'est bien ce que tu me dis, tu me fais rappeler une nouvelle truc très important. Est-ce que des marques d'affection entre le mari et sa femme doivent se faire dans la présence de leurs enfants? Non. Réponse, oui. Oui. Non, mais des petits. Des petits. Maintenant, je tiens à expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que si les enfants ne sont pas imprégnés que papa aime maman et que c'est un couple, et alors? C'est un gros problème. Et donc, je tiens à expliquer que des marques d'affection dans le couple en présence des enfants, c'est obligatoire. Bien entendu, pas n'importe quelle marque d'affection. C'est à toi de savoir gérer correctement. On l'a dit, on déduit que c'est par les actions et pas par les mots. Yafé Meod, Metsuyan. Et je tiens à dire que les enfants savent toujours qui tu es et pas ce que tu dis. Et les enfants sont très, très forts et intelligents et fins. Et ils vont te dire des vérités que toi, tu n'es pas capable de voir en face. Et tu te les caches. Même quand on essaye de parler, par exemple, à son mari ou à quelqu'un et essayer d'aider pour pas qu'elle comprenne, elle va te sortir « Bon, bah alors vous parlez de ça, 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 ça. » Exactement. Ça veut dire, si tu crois que les enfants dans nos générations, ce sont des imbéciles, c'est mon rôle de te dire qu'il serait temps que les parents commencent à grandir. Parce que les enfants, eux, oui, ils sont intelligents. Les parents, très souvent, c'est des imbéciles. Mais les enfants, non. Et ils sont très fins dans leur discernement. Et par exemple, quand ils ont une question, ils savent toujours est-ce qu'il faut la poser à maman ou à papa. Oui, bien, ils savent très bien qui posait la question. Très bien. Et donc, c'est mon rôle de vous dire que les enfants équilibrés, ça veut dire qu'il y a une relation de couple équilibrée. Bien sûr, parce que tout commence par le couple. Tout commence par le couple et tout se termine par le couple. Il n'y a pas que le couple, mais le couple, c'est la base. Et donc, si tu vois des dysfonctionnements chez les enfants, tu es en droit de te poser la question, c'est tout à fait légitime, est-ce qu'il y a des dysfonctionnements dans le couple? Non. S'il y a un dysfonctionnement chez l'un des parents, est-ce que les enfants ils doivent faire quelque chose? Oh, ça c'est une très grande question. Alors, je tiens à dire que ce n'est pas le rôle des enfants d'éduquer leurs parents. On peut peut-être les aider quand même. Non. Non, tu risques de te planter. Et tu risques de payer les conséquences graves. Pourquoi? Parce qu'il y a un des parents qui va se sentir agressé par ce que tu dis et il va te renier, il va te jeter, il va te mépriser et tu ne seras plus légitimisé à ses yeux. C'est une erreur très grave, mais n'empêche que c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais Rav, c'est quoi à ce moment-là la part des choses entre le kavod, enfin, le respect qu'on doit avoir pour ses parents, le fait de devoir s'occuper d'eux et le fait de ne pas trop pour pas rentrer. Ah, ça c'est une grande question. Ah, ça c'est un chiour super compliqué. Je vais dire en 2 mots que la mitzvah de Kiboud Avaim se devra d'être étudiée correctement parce que tout ne rentre pas dans le Kiboud Avaim. Et je tiens aussi à dire, je m'excuse, c'est mon rôle en tant que rabbin, que de la part des parents, il y a de la manipulation. Et si les parents ne font pas tchouva, et que les enfants font tchouva, alors qu'est-ce qu'en vont dire les parents? Quoi, tu sais pas qu'il y a une mitzvah dans la Torah de remarquer les parents et de faire l'honneur des parents? C'est de la manipulation, tout court. Tout ne rentre pas dans le Kiboud Avaim. Maintenant, il faut dire aussi que quand on est jeune, on est fougueux. Et quand on est jeune, on est insolent. Et quand on est jeune, on remballe ses parents. Et après, tu payes les conséquences.
C'est quoi les conséquences quand tu remballes tes parents? Ouah, toutes les questions aujourd'hui, ouais. Je vais te dire. Il y a des conséquences à court terme, mais il y a surtout des conséquences à long terme. Alors, je vais te dire les conséquences à long terme. Normalement, si tu vis une vie normale, eh ben, un jour, tes parents, ils sont appelés à devenir les grands-enfants, les grands-parents de tes enfants. Et donc, normalement, tu seras amené à être en présence avec tes parents et à gérer correctement la relation. Parce que même si toi, tu as des problèmes avec eux, mais eux, ils y sont pour rien. Et c'est leurs grands-parents. Et donc, tu pourras pas... Non, mais on s'en fout, on se débrouille très bien sans, on n'a pas besoin d'eux. Toi, tu n'as pas besoin d'eux. Parce que toi, tu as décidé pour mille raisons, mais tes enfants, ils ont besoin de leurs grands-parents. Alors, comment gérer correctement les dysfonctionnements? Alors, je vous propose, mais vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligés, qu'on s'occupe de nos dysfonctionnements à nous, et pas ceux de nos parents. Et j'imagine qu'on aura surtout pas mal de boulot. Mis à part je sais pas comment m'exprimer. Prends ton temps. Est-ce qu'on doit tout accepter les parents? Je parle pas des choses de halakha, si jamais ils nous parlent de Torah, mais est-ce que quand ils nous demandent beaucoup de services, il faut tout accepter? Alors c'est ça que je t'ai dit, tout ne rentre pas dans la catégorie de Kibud Avaim. Parce que moi, ce qu'on m'avait enseigné, c'est si jamais ils t'imposent ou ils te demandent de faire une faute, à ce moment-là, on les écoute. Mais pour tout le reste, il faut être vigilant à ce qu'ils disent C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Ouais, parce que ça dépend s'ils se mettent de ton shalom bas. Bidio. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, je m'excuse de dire, c'est peut-être pas très sage de ma part de taper sur les parents. Mais il y a beaucoup de parents qui ne savent pas gérer correctement le fait que leurs enfants se sont mariés et qui s'immiscent dans des endroits où ils devraient jamais s'immiscer. C'est pas leur rôle, ça y est, tu as coupé le cordon ombilical. Il y a des parents qui l'ont pas coupé. Et donc, toi, tu dois apprendre à dire gentiment, excuse-moi maman, excuse-moi papa, c'est pas... Ou bien, par exemple, les fêtes juives, très souvent, sont l'occasion d'accrochage. Au lieu que ce soit des bonnes périodes, c'est les accrochages. Alors, chez qui on va? Chez qu'est-ce qu'on fait? Chez qui on va maintenant? Vous êtes obligés de venir chez nous. L'année dernière, vous n'êtes pas venus. C'est-à-dire, au lieu que ce soit des rencontres de famille, c'est les règlements de compte. Grave. Maintenant, si en plus, les parents, ils sont sfarades. Allez, les affaires d'État, ça veut dire, tiens, 1 an pour te remettre du Pessar dernier. Tu as 1 an pour te remettre du Pessar dernier. C'est quoi la différence entre une famille où c'est équilibré, c'est calme, la fête par exemple, et l'autre? Je vais te donner des exemples. Si par exemple la fille, elle est mariée, elle se sent épuisée et elle va dire à sa mère, tu sais maman, je me sens épuisée, cette année je crois pas que je vais venir Pessah. Tu as raison, j'aurais dû venir, on va essayer de trouver une autre solution, peut-être pendant Chol HaMoed ou peut-être avant ou pendant après, mais je me sens épuisée, je crois pas que j'ai la force de venir. Qu'est-ce que va lui dire sa mère normalement? Ma fille ne vient pas. Choisis la solution. Attends, j'arrive. Soit... Attends, j'arrive. Je vais t'aider. C'est quoi le problème, ma fille? Je suis à ta disposition. Non. Tu dois apprendre à légitimiser les besoins de l'autre. Mais ça, c'est difficile. C'est pas facile. Surtout quand c'est la belle-fille. Maintenant, le truc où ça se complique, alors là, c'est la belle-fille. Les parents ont 2 enfants aussi, parfois. Par exemple, il y en a un qui est plus religieux que l'autre. Bidiouk. Ils n'ont pas la même cache ou des choses comme ça. Nahon. Tu le fais où? Et alors, enfin, des histoires où la mère, elle doit choisir chez quel enfant elle va passer le premier Seder. Alors ça fait des histoires. Ça fait des histoires graves. Mais
parce qu'on revient sur le problème de l'individualisme. Bidou. D'abord À son truc, à son Pessar à elle, et elle voit pas la famille, et elle voit pas les autres. Oui, mais si on dit que les grands-parents c'est important, alors tu voudrais que tout le monde soit réuni. Donc voilà. Ouais, mais tu peux pas vivre aussi dans les illusions, tu dois savoir la réalité. On voudrait bien vivre... Tout est beau, dans le meilleur des mondes, tout est beau. C'est un peu plus compliqué que ça. D'accord? Alors, deuxième sujet. Si on a dit que dans la relation de couple, le plus important, c'est le lien, et le lien, ça passe à travers la parole, alors la suite logique de la paracha, c'est le lashon hara, c'est le dysfonctionnement par rapport à la parole. Alors là, il faut y aller doucement. Alors, première dimension. On se devra d'apprendre à gérer correctement ses pensées et ses sentiments. On se devra d'apprendre à gérer correctement ses pensées et ses sentiments. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu penses, mais tu n'es pas obligé de le dire. Ça, c'est dur. Et il y a des choses que tu ressens, et tu n'es pas obligé de le dire à tout le monde. Tu dois apprendre à gérer correctement tes pensées et tes sentiments. Alors, c'est quoi le lashon hara? Alors, avant de dire c'est quoi le lashon hara, je vous donne d'abord le remède. Le remède, c'est d'apprendre à avoir un regard positif sur les choses. Ça veut dire, tu devras apprendre à avoir une vue d'ensemble sur les choses. Apprendre à voir tout le tableau et pas à te braquer sur un détail. Maintenant, je tiens aussi à préciser que quand tu es blessé sentimentalement, alors tu te braques sur un détail. Tu ne vois pas la globalité et le tableau. Alors, le remède du lashon hara, c'est d'apprendre à voir tout le tableau. Deuxième remède, c'est de ne jamais oublier que ta vision des choses est légitime, mais c'est toujours une manière de voir. Et de la même manière que ton regard à toi, il est légitime, le regard de l'autre, il n'est pas moins légitime. Alors on ne va pas dire ton regard à toi n'est pas légitime, on va dire ton regard à toi est légitime. Tu te dois de te respecter, tu te dois de voir les choses à ta manière, tu te dois de dire les choses à ta manière, tu ne dois pas forcément t'écraser, mais d'un autre côté, tu dois apprendre à légitimiser le regard de l'autre. Et je tiens à dire, légitimiser l'autre, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec lui. Tu légitimises. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensemble, on doit apprendre à trouver nos solutions. Parce qu'une fois qu'on a dit, bon ok, moi je vois comme ça, et toi tu vois comme ça, et d'accord je légitimise, mais... ouais, mais ensemble. Si ça va comme ça... Ensemble. Chacun va écouter l'autre et va essayer... Ah, tu dis comme ça. Alors attends, je voudrais poser une question. Parce que tu vois ce que toi tu dis. Moi je légitimise. Mais j'ai du mal avec cette dimension. Comment tu voudrais voir? Ensemble. Maintenant il faut dire, il n'y a pas de raccourci. Ça prend du temps, c'est des efforts. Des fois tu te plantes, des fois tu arrives mieux, des fois tu arrives moins. Ensemble. Monsieur le rabbin, c'est quoi le nom de notre garçon? Je sais pas, vous avez qu'à décider ensemble. Monsieur le rabbin, ça fait une semaine qu'on se bouffe. Alors on est venu chez vous. Ben, je sais pas, essayez de trouver votre solution ensemble. Mais monsieur le rabbin, on n'y arrive pas, c'est pour ça qu'on est venu chez vous. On peut plus, nous. Ça fait une semaine qu'on se bouffe. Ensemble.
Il n'y a pas de raccourci. Je me permets aussi de dire que c'est pas le rôle du rabbin de fixer le nom de... D'accord? Malheureusement, il y a des rabbins qui... Mais c'est pas le rôle du rabbin de fixer le nom du couple. C'est à vous, c'est votre enfant. Alors, je tiens à dire que le Lachon Hara, ça n'a aucun rapport avec le mensonge. Le Lachon Hara, ça n'a aucun rapport avec le mensonge. Ça veut dire que le Lachon Hara, il peut être vrai. Oui, il peut être vrai. C'est pas... Ça n'a aucun rapport avec le mensonge. Le mensonge, c'est une autre histoire. Nahon. Non, ça raconte quelque chose de pas bien sur quelqu'un. Nahon. Alors, le Lachon Hara, c'est mettre en évidence un trait négatif. Mettre en évidence un trait négatif dans un endroit où c'est pas ton rôle. Ça veut dire, je vous donne des exemples. Ça veut dire, je te donne un exemple. Si tu es dans un shidour, eh ben, il y a des choses qui sont obligées d'être dites avant, pendant et après. C'est pas du Lachon Hara. Nahon. Bien sûr. Et si on nous demande notre avis sur une chose? Ça dépend de chacun. Qui, quoi, comment. Maintenant, je m'excuse de faire une généralité. Une des maladies des religieux, c'est qu'ils fourrent leur nez partout. Une des maladies des laïcs, c'est qu'ils en ont rien à foutre. D'accord? Alors les deux, ils sont dans les extrêmes. Les deux, ils sont dans les extrêmes. Les religieux, ils fourrent leur nez, mais n'importe où, personne ne leur a demandé. Ils croient toujours qu'ils sont obligés de rentrer là-dedans. Et c'est pas ton rôle, et c'est pas ta place. Et les gens laïcs, ils en ont rien à foutre, à la limite. Alors les deux, c'est les extrêmes. Ouais. Si la définition du Lachon Hara, c'est mettre en évidence un trait négatif là où il ne devrait pas y être, si on en parle d'une façon objective ou que c'est la vérité? Ça dépend si on te l'a demandé, ça dépend quel est ton rôle. Ça dépend aussi de l'influence que ça a sur la personne dont tu parles. Bidou. Parce que dans l'huile de Raphaël Chaim, il dit que faire de la Lachon Hara dire quelque chose de Nahon. Maintenant, je tiens à dire, regarde, si tu dis un trait négatif sur quelqu'un, si tu veux savoir si c'est du Lachon Hara ou pas, alors je te donne un truc, c'est marqué dans le Raphaël Chaim. Quand tu vas rencontrer la personne, comment tu vas te positionner? Est-ce que tu sais gérer correctement la notion négative qu'on t'a dit? Ou ça y est, tu l'as brûlé, quoi, tu l'as enterré? Alors quoi, c'est mieux de rien dire du tout? Non, ça dépend dans chaque cas, c'est ce que j'ai dit. C'est très dur. C'est le top. Tu comprends? Ça veut dire, si le mec il est brûlé à tes yeux, parce qu'on t'a dit X, Y, Z, tu comprends ce que je veux dire? Et maintenant, toi, si tu veux savoir, tu vois comment tu te positionnes par rapport à la personne. À partir du moment où on t'a dit quelque chose sur quelqu'un, ça va changer ton regard sur la personne. À partir du moment où ça va changer, et ça va changer négativement, c'est du Lachon Hara. Mais est-ce que finalement on ressent pas, avant de parler quand on dit du Lachon Hara, on sent que c'est pour le plaisir de parler sur quelqu'un ou si c'est pas ça? Je vais te donner encore un autre argument. Si un gosse de 5 ans, il revient à la maison, il en peut plus, il en a marre, il dit j'en ai marre ma ganénette, elle me saoule, elle est chiante, mais alors tu dois savoir, c'est marqué dans le Chafetz Chaim, c'est pas du Lachon Hara, il parle dans sa douleur. Et donc toi, tu te devras de l'écouter, mais de ne pas cautionner et de prendre du recul. Il est maintenant dans la poisse. Ou bien, par exemple, je vous donne une image complètement qui n'a aucun rapport avec la réalité. Deux filles se rencontrent à 2 h du matin et ils ouvrent leur cœur. C'est ça, d'accord? Alors, il y en a une qui ouvre son cœur. Ça arrive rarement. Très, très rarement. D'accord? Et alors, il y en a une qui l'écoute. Maintenant, quand elle l'écoute, elle lui fait du chesed. Parce que l'autre, elle ne sait pas gérer correctement. Et elle a besoin d'en parler. Elle a besoin de le sortir. Et quand elle va le sortir, ça va l'aider à la gérer. D'accord? Maintenant, 2 choses. Celle qui le sort, son but, c'est pas le Lachon Hara. Son but, c'est qu'elle ne sait pas le gérer. Elle ne sait pas comment. Alors, elle le sort n'importe comment. Alors, elle doit savoir que tu es dans la détresse, mais il y a des choses que tu ne peux pas dire.
Ça veut dire tu as le droit d'être dans la détresse, mais tu ne vas pas la brûler entièrement, si ce n'est des cas très graves qu'elle a fait des choses, Dieu préserve. Et celle qui écoute, elle ne va pas se dire, mais non, mais tais-toi, c'est du lachon hara, quoi. Tu sais pas que Dieu elle a dit, comment tu parles comme ça, c'est du lachon hara, on ne dit pas des choses pareilles. Non, tu dois comprendre qu'elle est dans la détresse. Et donc toi, tu te dois d'être présent, mais tu dois apprendre à relativiser. Mais parfois, les gens qui ont du mal à gérer la détresse des autres. Alors, c'est ce que je te dis. Maintenant, si tu sais que tu as du mal à gérer la détresse, alors je me permets de te dire que tu dois apprendre à lui dire « Je t'ai écouté pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, mais j'ai l'impression que je ne crois pas que je suis capable. Tu me demandes quelque chose de dur, et je suis toujours à ta disposition, mais tu dois tenir compte de mes faiblesses. » Tu comprends? Mais il faut... Pas tout le monde sait faire ça. D'accord? Maintenant, toi, très souvent, ça va dire mais moi, j'ai peur de la blesser. Si je vais le dire ça, elle va le blesser. Réponse, mais elle est venue vers toi. Et elle n'a pas tenu compte, peut-être. Est-ce que toi, tu as envie qu'on parle de ça? Est-ce que toi, tu es disponible? Est-ce que toi, tu es prête? Elle est venue, elle te sort son truc. Alors, c'est tout à fait légitime que toi, tu vas lui dire après 10 minutes, un quart d'heure, bah, excuse-moi, mais c'est trop lourd pour moi. Je ne peux pas gérer. Parce qu'elles sont toutes les deux dans la détresse. Et chacun avec une autre détresse. Généralement, ça se rend compte. On appelle le rave. Ouais. Vous avez dit en fait aussi, s'il y a quelque chose qui est lourd pour nous et que ça va nous décharger un petit peu d'en parler, à ce moment-là, on peut en parler. Nahon. Mais Rav Ephraim, dans son livre, j'ai l'impression que lui, il n'y a rien qui est autorisé. Même parler pour se soulager, c'est pas tellement... Non, non, il faut que je te montre. Non. Et tu dois savoir ce discernement. Ça veut dire, on va dire comme ça, ce qui définit le Lashon Hara, c'est pas ce que tu dis, c'est l'intention. Moi, je suis d'accord avec ça. Non, mais c'est le Chafetz Chaim. C'est marqué là-bas. Ça veut dire... Ça peut être un regard positif, c'est-à-dire que c'est pour chercher à améliorer. Bidiouk. Alors c'est pour ça que je te dis que le remède, c'est le regard positif. Pour améliorer. Maintenant, il faut dire aussi encore un autre truc, 2 minutes, il faut dire aussi un autre truc, qu'il y a des gens, c'est vrai, il faut le dire, qu'ils sont négatifs. Il y a des gens, ils sont négatifs. Ils savent jamais dire des compliments. C'est jamais bien. C'est jamais correctement. Et ils sont toujours insatisfaits. Ils ont toujours des critiques. Mais ça, c'est le comportement. Et ça, c'est un dysfonctionnement de la personne. Et ça n'a rien à voir avec le Lashon Hara. Ça n'a rien à voir avec le Lashon Hara. À la fois, la personne, elle souffre, mais elle peut contaminer les autres. Alors, comment on gère? Je vais te dire. Non, je vais te dire. Ça veut dire, si la personne souffre, normalement, si elle a conscience de sa souffrance, elle doit être capable d'aller demander de l'aide. Malheureusement. Si elle n'arrive pas à demander de l'aide, Si elle arrive... n'arrive pas, tu lui mets la carte de visite de la psy devant la porte. Elle a un voile comme ça. Nahon. qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu dois apprendre à te protéger. Toi, tu dois apprendre à te protéger. Alors, c'est ce que je te dis. Tu dois apprendre à te protéger. Mais la même chose, on a fait ça, il y a un handicap. Nahon. Elle va la saute. C'est dur. C'est la trouver quoi, l'équilibre? Ouais. Maintenant, Ouais. Tu dois apprendre à te protéger. D'accord. Voilà, c'est un moment. Éviter, est-ce que c'est... Maintenant, éviter, c'est savoir accepter ses limites et les respecter. Éviter. Ouais. Éviter ce genre de situation, c'est être capable d'être humble et de se dire c'est trop compliqué pour moi, j'ai pas la capacité de gérer, ça me fait trop de conséquences négatives sur mon être. J'évite. Quelqu'un qui nous appelle. Attends 2 minutes, elle attend avec patience, c'est pas sympa. Désolée. Non, parce que par exemple, parfois on raconte une histoire. Mais on D'accord. a une mauvaise intention, c'est juste pour la raconter comme ça. D'accord. Mais maintenant, la personne qui est en face, moi je suis pas censée savoir cette femme. Je pensais qu'elle la connaissait pas. D'accord. Et donc, j'ai une bonne intention de dire la chose pour me soulager. Et imaginons que la personne en face qui entend le message
finalement ça se transforme, elle a une mauvaise intention parce qu'elle connaissait la personne et que finalement ça fait boule de neige et que moi je sais pas comment, enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Je crois comprendre ce que tu veux dire. Alors normalement, quand toi tu as raconté, on va dire à X, X, elle est censée ne plus parler. Ah d'accord, voilà. Ou alors, après, c'est pas ton problème, moi, ça devient le sien en fait. c'est sa responsabilité à elle. Ah d'accord, c'est ça. Oui, mais ça dépend si elle a une intention positive aussi à ce qu'elle a raconté. Bah oui. Ouais, d'accord, ok, c'est mais elle doit se poser la question pourquoi elle le fait. Même si on a une intention positive, on n'est pas inconscient du fait que ce qu'on dit a un impact. Non, je suis aussi d'accord. Et tu peux pas toujours faire abstraction du fait. Bon ben c'est pas grave, je vais lui dire. Mais ça dépend, parce que si tu sais que la personne à qui tu vas dire, tu peux pas dire, mais non moi je lui dis parce que je veux me soulager. Oui, mais tu sais à qui tu l'as dit. Tu sais quelle est la personne, tu sais qu'elle n'est pas capable de gérer, tu sais qu'elle va l'ébruiter, elle va en faire une histoire. Ne choisis pas cette personne, va voir une autre personne. Tu veux te soulager, c'est légitime, mais va voir une autre personne. Parce qu'elle, elle ne sait pas gérer correctement. Attends 2 minutes, elle voulait dire. C'est pas grave, ils attendent. Vas-y. Non, je disais par exemple si, parce que vous disiez c'est aussi... c'est bien que tu m'as mis comme ça. Hein, excuse-moi, j'ai pas entendu. Attends, ouais. Si par exemple quelqu'un m'appelle, je sais que cette personne-là, elle va m'appeler, mais elle va grogner pendant toute la conversation. Et ça va pas, et ceci, et cela. Ouais. J'accepte mes capacités en disant, là j'ai pas la force, je ne réponds pas. Ouais. Et maintenant, si je vais encore plus loin dans mon analyse, tu te devras de te poser la question, quel est le lien que j'ai avec cette personne? Et si tu as un lien proche, tu devras dire. Mais c'est très difficile et très souvent ça ne marche pas. Mais tu es obligé de le dire, pas pour la personne, pour toi. Tu sais, je t'aime beaucoup, je tiens à avoir des relations avec toi. Mais je me dois de te le dire. Moi, je ne suis pas capable de tout et il y a des choses que je ne suis pas capable. Tu feras ce que tu veux avec. Moi, je ne tiens pas à casser la relation. Mais tu ne peux pas me dévasser tout ton monde et me demander à gérer. Moi, je croule, je ne peux pas gérer tout ce que tu me demandes. C'est ce que j'ai dit, Apprendre à se protéger, apprendre à se connaître. Ah, mais souvent, cette personne-là, en plus, elle ne vous demande rien en retour, juste elle a besoin de... Nahon. Alors on a toujours dit, regarde, on a toujours dit que dans les relations équilibrées, ça doit être dans les deux sens. Si c'est pas dans les deux sens, eh ben, je dis, les relations équilibrées, c'est toujours dans les deux sens. Et donc, si elle te déballe et son truc, et qu'elle te dit pas à l'avance, toi, tu as le droit de dire, excuse-moi, je suis pas disponible. Parce que ça doit être toujours dans les deux sens. S'il n'y a pas dans les deux sens, ça veut dire qu'il y en a un qui va se faire pigeonner. Au début ou à la fin. Donc, c'est un déséquilibre. Et on ne devra jamais participer à des déséquilibrages. Ah, c'est vrai que dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Je suis désolée, ça me vient avec ça. Qui aime quoi? Je n'ai pas compris. Qui aime plus que... Ah, mais... C'est comme en amitié, c'est pareil, il y a toujours un ami qui aime plus que l'autre. Non, en amitié, je suis pas d'accord. Non, en amitié, je suis pas du tout, c'est pareil en amitié. Tu m'aimes beaucoup plus que ce que je t'aime. Moi, je propose que vous fassiez des sketchs. Et je suis sûr que... Et si tu peux mettre une caméra. Voilà, une caméra, mais c'est où? D'accord. Alors, je termine là-dessus. Le dernier point. Le langage, c'est la base de tout. Gérer correctement le langage, c'est gérer correctement les relations humaines. Gérer les relations humaines, c'est la base de tout. Et donc, la personne qui va parler le lachon hara, on va la jeter. Et on va la jeter en dehors de tous les camps. Ça veut dire, il sort de la société. Et on explique pourquoi on le sort de la société. Réponse, parce qu'il s'est sorti de la société. Et la personne qui parle le lachon hara, il faut savoir que Dieu est a beaucoup de miséricorde avec cette personne. Pourquoi? Parce que ça c'est la paracha de la semaine prochaine, que dans un premier temps, le lachon hara, ça va faire de la lèpre où? Sur les murs. Et normalement, qu'est-ce qu'il est censé faire? Se calmer. Se calmer.
et se travailler et aller demander de l'aide. Et si Dieu préserve, il continue, la lèpre sera sur les habits et les meubles. Et après, simplement après, la peau. Ça veut dire que, un très grand principe, tu ne devras jamais attendre de tomber dans l'abîme pour te réveiller. Et quand tu vois le Lachon Hara sur les murs, tu es appelé à te réveiller. Mais c'est une image, ça, non? Non, c'est Béhémet, il y a un cacha. Mais quel mur? Dans les murs de la maison, comme ça c'était à l'époque. Bienvenue, bon atterrissage. Non, c'est pas une image. C'est pas une image. C'est-à-dire que les murs ont... Ouais, non, les murs. Elle a dit qu'il n'existe plus. C'est aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mais le principe, il est toujours le même. Et laissez-moi finir à l'heure. Le principe, c'est toujours le même. Ça veut dire, Dieu, il tire des signaux d'alarme et toi, tu dois être capable de les voir au bon moment.